d'autopsie. Celle d'une fillette qu'on vient tout juste de livrer à la morgue. Le professeur Villard est dans les starting blocks. Le parquet a déjà signé l'ordonnance. Le professeur Armelle Villard, médecin légiste et directrice de l'Institut médico-légal de Paris. Vidal est sur place. Le procédurier du groupe Criven, chargé de suivre le travail médico-légal. 6 flics au total composaient chacune des 12 équipes de la crime, la fameuse, et le rôle de chacun était bien déterminé. Non, il officie square du Temple où a été découverte la môme. Plassard a repris les opérations en main derrière les gars du commissariat. Le capitaine Franck Plassard était le second de David Criven, et la phrase signifiait très clairement que le commissariat du 3e arrondissement de Paris avait été alerté le premier, que ces hommes s'étaient rendus sur la scène de crime avant de leur refourguer l'affaire. « Je t'attends à l'Institut », ajouta le chef de groupe. « Je te préviens, c'est à vomir. » À vomir, ça voulait dire quoi, au juste? Nico allait bientôt être fixé. Nico traversa le hall d'entrée, véritable contre-pied à l'austérité affichée du bâtiment de briques rouges. Y trônaient les bustes d'éminents médecins légistes disparus. Le bois du parquet réchauffait les murs blancs. Des portes-fenêtres menaient à un petit patio fleuri et à sa fontaine. Armelle tenait à ce jardin secret où elle aimait arroser les plantes, guère plus bavarde que ses patients silencieux. « Bonjour, commissaire. Le professeur Villard est en salle d'autopsie. » C'était nouveau, une hôtesse d'accueil pour écouter et réconforter les familles. Armelle avait obtenu le budget à la force du poignet, face à une administration peu compatissante. « Merci. » Il poursuivit son chemin tandis que la demoiselle lui lançait un regard appuyé, lorgnant son 1,90 m de muscles, ses cheveux blonds et ses yeux du même bleu très pur que ceux des chiens de traîneau. Dixit Caroline. Il s'engagea dans les vestiaires pour se laver les mains et endosser une blouse. Un rituel immuable avant de pénétrer dans l'antre du diable. « Nico » prononça sèchement Armelle en guise de bienvenue. David Criven opina de la tête, affichant la mine des mauvais jours. La table de dissection en acier inoxydable et les redoutables outils du légiste n'y étaient pour rien. La faute à ce corps, étendu comme sur une civière. Une poupée de chiffon. Une petite fille. Il y avait pire pourtant. Un amas d'organes gisait sur un plateau à proximité. Un spectacle insoutenable. « Les photographies ont été effectuées avant ton arrivée », déclara Armelle d'un ton grave. « Je vais démarrer l'examen externe. » Son assistant coupa une mèche de cheveux, racla sous les ongles de la victime. Armelle procéda ensuite à un écouvillonnage de la muqueuse buccale, tout en énumérant ses observations à voix haute. Nico se concentrait sur les paroles, feignant d'ignorer le cadavre de la fillette. Au regard furtif que lui lançait son chef de groupe, il devina que Criven s'astreignait au même exercice. La tête, le thorax et l'abdomen sont le siège de plaies transfixiantes par arme blanche, prononça Armelle. Le tueur s'est acharné sur la victime. Pour la première fois, Nico entendait la directrice de l'Institut médico-légal hésiter, assaillie par l'émotion. Entre calot et masque blanc, il la vit cligner des yeux à plusieurs reprises. « Au point que le rachis cervical a été luxé sous la violence des coups, » reprit-elle. « Les orbites sont vides et les traces laissées par la lame du couteau sont nettement visibles. » Armelle saisit un thermomètre électronique équipé d'une sonde de pénétration souple. Elle l'enfonça dans l'oreille de la fillette. Criven recula d'un pas. Elle força le passage jusqu'au cerveau. La température du corps est anormalement basse, -7 degrés Celsius. Nous sommes dans un cas de congélation, souligna-t-elle, s'assurant qu'ils aient bien pris la mesure de la situation. Son sarrau imperméable vert émit un léger bruissement. Elle posa ses mains gantées sur le rebord de la table et planta son regard dans celui de Nico. Le travail va être laborieux, complexe, d'autant qu'il va me falloir attendre un certain niveau de décongélation avant de pouvoir ouvrir.
J'imagine que vous avez mieux à faire. Je suis d'accord, ne put réprimer Criven, le visage couvert de sueur malgré l'air glacial de la ventilation. Vous aurez mon rapport dès que possible. La phrase sonna comme un renvoi en bonne et due forme. Les deux policiers désertèrent l'institut médico-légal sans demander leur reste. Le pire n'est jamais certain, prophétisait l'adage, sauf en matière criminelle. Tu me fais un topo ? Ordonna Nico une fois dehors. Les bruits de la ville leur firent rapidement oublier l'atmosphère aseptisée de la morgue. Le bâtiment austère de briques rouges se détachait dans le ciel, coincé entre la Seine, la ligne 5 du métro et les voitures pressées filant sur les voies rapides. 3 étudiants éméchés rentraient d'une soirée, s'époumonna Criven. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'enjamber les grilles du square du Temple pour aller pisser contre un arbre. C'est là qu'ils sont tombés sur le corps. Ça les a dégrisés d'un coup. Pas étonnant. Les gars ont repéré des empreintes de pas et des traces de roulettes sur le sol détrempé. On a peut-être transporté le corps dans une valise jusqu'au square. L'orage qui avait éclaté la veille les servait. Vidal allait relever les empreintes laissées dans la boue. L'enquête de voisinage, c'est en cours. Tiens-moi au courant. Criven acquiesça et se dépêcha de rejoindre son véhicule de service. Nico décida de rentrer chez lui. Il était seulement 9 heures. Il avait besoin d'une bonne douche et de se changer. Ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur de la mort. Les images ressurgirent, effroyables. Qui était la victime ? D'où venait-elle ? Et ses parents ? Avait-il alerté la police de sa disparition ? Se blottissaient-ils l'un contre l'autre, terrifiés à l'idée que quelqu'un ait pu faire du mal à leur enfant ? Ou bien errait-il dans les rues de Paris avec l'espoir de repérer sa silhouette ? Nico frémit. Ses pensées étaient inutiles. Il devait se concentrer sur l'assassin. Quel trouble grave du comportement pouvait déterminer un tel geste ? Le mode opératoire d'une violence inouïe témoignait sûrement d'une pathologie psychiatrique lourde. Avaient-ils affaire à une forme particulière de pédophilie ? Ou bien à un acte de vengeance maquillée ? Mais alors, quel conflit aurait pu conduire un frère, un oncle, un voisin à assassiner la fillette et à s'en prendre à sa dépouille en guise de représailles ? Tant de suppositions défilaient dans son esprit, toutes plus morbides les unes que les autres. Pour l'instant, difficile de faire le tri. Il lui semblait que sa tête allait exploser. Le commandant David Criven débarqua à Square du Temple. Des agents en uniforme quadrillaient le secteur, leurs véhicules stationnés autour du jardin. Il dissuadait quiconque d'accéder à l'espace de verdure, à ses tables de ping-pong, son bac à sable, son toboggan et son manège. Un lieu très prisé de la population, habituée à s'installer sur les pelouses. Une population hétéroclite, chinois, russes, juifs, bobos parisiens, à l'image d'un quartier coloré et fashion. Des rubalises, ces bandes jaunes de la police indiquant zone interdite, isolaient un périmètre, la scène de crime. Et les curieux se pressaient. Les résidents se penchaient à leurs fenêtres ou s'agglutinaient sur leurs balcons comme des spectateurs. « Personne n'a rien vu cette nuit ?» demanda Criven, un zeste d'espoir dans la voix. « Ils sont aux premières loges ?»« Les gars font le tour, » répondit Plassard. « Rien pour l'instant. Et ici, du nouveau ? On a localisé des empreintes du côté de la rue Perret. L'équipe a pris des photos. »« Il y a un stationnement en épi là-bas, non ?» réfléchit Criven. « Tout juste. Il aurait pu se garer, le coffre tourné vers le trottoir et attendre de pouvoir en sortir son bagage. De là, il n'avait plus que 2 mètres à parcourir pour passer la valise au-dessus des grilles, » confirma Franck Plassard. Des grilles ouvragées. Le square était une pure réalisation haussmannienne. Jadis s'y élevait la tour du Temple, ancienne forteresse construite par les Templiers. Par la suite, une prison dont l'un des détenus les plus célèbres fut Louis XVI. Ses allées serpentaient autour des arbres, d'un kiosque à musique et d'une cascade artificielle. « Le jardin est fermé la nuit », précisa Plassard. « Le criminel a enjambé le portillon. Et une fois à l'intérieur, le terrain est propice à des manœuvres à couvert. » Plassard acquiesça. Ils se dirigèrent vers Vidal, le procédurier de l'équipe, et le lieutenant d'Almeida qui le secondait.
un ronchon doublé